organise-t-il des accouplements d'animaux? Savez-vous qu'il existe de véritables os congelés où sperme, peau et poils de toutes sortes sont conservés dans le froid en cas de besoin? Mais à quoi peuvent-ils bien servir? E = M6 vous ouvre les portes de ces réserves, pas comme les autres. Un poisson à tête transparente, un énorme calamar ou encore un insecte grand comme un lapin. Les scientifiques découvrent chaque année de nouveaux animaux étonnants. Mais comment expliquer que l'homme ne les ait jamais croisés avant? Comment répertorie-t-on les espèces? Et surtout, reste-t-il beaucoup d'animaux à découvrir? Vous saurez tout. Faire revivre des animaux disparus tels que les mammouths ou les dinosaures, comme dans le film Jurassic Park, vous paraît impossible? Pourtant, des scientifiques y travaillent. Ils sont déjà parvenus à cloner un bouquetin des Pyrénées, disparu depuis 13 ans. Mais comment? Pourrait-on ressusciter des espèces préhistoriques? Ces animaux ont été conservés dans un liquide, dans une espèce de boue acide, un petit peu comme quand on conserve des cornichons dans du vinaigre. Donc ils se conservent très, très longtemps. Quelle femelle pourrait faire office de mère porteuse pour un mammouth? Réponse dans cette émission. Bonsoir. Non, les animaux n'ont pas encore livré tout leur mystère. Savez-vous qu'il reste encore des centaines d'espèces à découvrir sur la surface de notre Terre, que des chercheurs travaillent à faire revivre des animaux disparus, un peu comme dans Jurassic Park, que d'autres tentent par tous les moyens de protéger les animaux les plus menacés? C'est ce que nous allons découvrir ce soir dans E = M6. Et rappelez-vous, vous pouvez désormais commenter l'émission en direct dès que ce signal s'affiche en haut de l'écran. Rendez-vous sur l'application M6, sur votre smartphone ou votre tablette. Chaque année, des espèces animales disparaissent à tout jamais, victimes le plus souvent des activités humaines. Mais contre cette véritable catastrophe, les scientifiques s'organisent. Avec des zoos dans le monde entier qui s'associent pour aider à la reproduction des animaux les plus menacés, comme le rhinocéros blanc, ou qui gardent soigneusement congelés des cellules et des tissus de ces animaux, comme l'oryx, une antilope au bord de l'extinction, ou la rarissime panthère des neiges. Nous avons visité l'un d'entre eux en exclusivité, reportage de Mathilde Bélanger. L'éléphant, le rhinocéros ou encore l'ours polaire, tous ces animaux, les générations à venir pourraient bien ne pas les connaître. Comme eux, plus de 10 000 espèces animales sont considérées comme menacées à travers le monde et chaque année, une espèce sur 1000 disparaît. Comment les protéger? Comment aider ces animaux à repeupler la nature? C'est le travail de scientifiques. Dans les zoos et dans les laboratoires, ils aident les animaux à se reproduire et constituent même des arches de Noé congelées. À quoi cela peut-il bien servir? Comment la science peut-elle empêcher les animaux de disparaître? Enquête. Voici Goliath. Ce bébé rhinocéros a vu le jour le 18 septembre dernier au safari de Peaugres en Ardèche. Ici, c'est une star. Et pour cause, les naissances de rhinocéros en captivité sont rares, moins de 10 par an dans toute l'Europe. Cécile Dubois s'occupe des animaux du parc. Elle nous explique pourquoi la naissance de Goliath était si attendue. C'est une grosse satisfaction pour l'espèce elle-même, parce que le rhinocéros est une espèce en voie de disparition, en particulier à cause du problème de braconnage pour la corne. Donc tous les rhinocéros qu'on arrivera à faire naître en captivité serviront à préserver cette espèce qui est en train malheureusement de disparaître en Afrique. Le rhinocéros blanc, qui possède de belles cornes, est en effet l'espèce la plus menacée par le braconnage. Aujourd'hui, il reste environ 20 000 rhinocéros blancs sauvages en Afrique. Selon les scientifiques, si rien n'est fait pour les protéger, ils pourraient avoir totalement disparu dans la nature d'ici 2025. C'est pourquoi les zoos font tout pour faire naître des petits, mais ça n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est une espèce qui n'est pas forcément très facile de reproduire. Les temps de gestation sont longs, ça dure 16 mois et demi, donc il faut être patient quand même. Et puis il faut arriver à avoir des accouplements, parce que des fois ça ne marche pas forcément tout le temps. Des fois un mâle ne va pas forcément s'accoupler avec la femelle, parce qu'il la considère plus comme sa sœur, par exemple, que comme une femelle, une partenaire sexuelle potentielle. Donc des fois il faut faire des échanges entre parcs zoologiques pour arriver à stimuler la reproduction. Goliath est un bébé 100% européen. Voici sa maman, née en Pologne, et voici son papa, venu d'Angleterre. Il a été apporté par camion il y a 6 ans d'un autre zoo pour se reproduire. Et dans ces rencontres arrangées, rien n'est laissé au hasard, car il ne faut surtout pas que les rhinocéros qui s'accouplent soient de la même famille. Cela augmenterait le risque de maladie ou de malformation.
Explication. Toutes les informations de notre corps sont logées dans nos gènes. Chaque gène possède 2 versions, l'une qui provient du père, l'autre de la mère. Un animal peut ainsi être porteur d'un gène malade sans pour autant être malade lui-même. Mais si 2 animaux porteurs du même gène se reproduisent, le risque de voir apparaître une maladie est plus important. C'est ce qu'on appelle la consanguinité. Pour éviter ce problème, les scientifiques étudient la famille de chaque rhinocéros afin de choisir les meilleurs partenaires possibles. Pour cela, ils sont équipés d'un logiciel capable de calculer le risque de consanguinité. Ça, c'est l'arbre généalogique de Goliath, donc il est là. On voit ses parents, donc son père, Samson, qui lui était né en Angleterre, sa mère, Douma, qui était née en Pologne. Et à partir de ce genre de document, donc c'est l'ordinateur qui calcule, on va pouvoir établir un score pour chaque mariage potentiel, on va dire, entre chaque mâle et chaque femelle. Et si le score est bon, on pourra ensuite décider du transfert d'un animal ou des 2 pour créer un couple reproducteur. L'année dernière, 11 rhinocéros blancs ont ainsi été déplacés, dont 7 ont déménagé dans un autre pays. Et les échanges concernent aussi d'autres animaux menacés. Les guépards, les ours blancs ou encore les pandarous font l'objet de ces programmes de reproduction. Mais parfois, la méthode naturelle ne suffit pas. Certains scientifiques travaillent donc sur des méthodes de reproduction artificielles. Nous nous sommes rendus dans l'Indre, au parc animalier de la Haute-Touche. Ici vivent des animaux du monde entier. Mais pas seulement. Des scientifiques ont aussi installé leur laboratoire au milieu du parc. Yann Locatelli est biologiste. Il a constitué un véritable zoo congelé. Dans ces cuves contenant de l'azote liquide, donc c'est des cuves réfrigérées, on stocke différents échantillons provenant d'animaux. Ces échantillons peuvent être des embryons, des cellules, de la semence ou des ovules qui pourront nous servir à stocker le patrimoine génétique des espèces menacées d'extinction. Dans ces bidons, il y a des cellules de plus de 400 animaux d'une 40aine d'espèces menacées, comme le taquin, la panthère des neiges et le gore. Elles sont conservées à moins 196 degrés pour rester intactes pendant des dizaines d'années. Grâce à ces réserves, les scientifiques sont capables de créer des embryons d'animaux par fécondation in vitro, en faisant se rencontrer un ovule avec un spermatozoïde. L'étape de fécondation in vitro ou de procréation assistée nous permet donc d'augmenter artificiellement le nombre d'embryons qu'il est possible de produire pour une femelle et donc d'obtenir plus de descendants pour des effectifs très faibles de reproducteurs. C'est-à-dire à partir de très peu d'animaux, on peut produire beaucoup plus de descendants. Ces embryons d'espèces menacées grandiront dans le ventre d'une autre femelle, une mère porteuse. Et celle-ci n'est pas obligée d'être de la même espèce, même si bien sûr, elle doit être proche. Il y a quelques années, par exemple, Yann Locatelli et son équipe ont réussi une première mondiale. Grâce à une cellule mâle et une cellule femelle, ils ont créé un embryon de Cercica du Japon, une espèce asiatique, qu'ils ont implanté dans le ventre d'une biche élaphe, l'espèce française. Celle-ci a donné naissance à un petit faon en pleine forme. L'idée pour permettre de faciliter la préservation d'espèces rares, c'est d'utiliser des mères porteuses qui sont génétiquement proches, des sortes d'espèces cousines, on va dire, qui, elles, sont plus répandues dans le monde, et donc d'utiliser ces nombreuses mères porteuses pour porter beaucoup d'embryons et donc faciliter, on va dire, l'amplification de l'espèce rare. La dernière étape, c'est de réintroduire ces animaux nés en captivité dans la nature. Patrick Roux est spécialiste du comportement animal à la Haute-Touche. Il travaille à réintroduire par exemple l'Oryx algazelle, un animal qui a disparu de son milieu d'origine, en Afrique du Nord, depuis 30 ans. Une opération délicate. Il n'a pas appris à vivre de façon sauvage, donc il va falloir qu'il réapprenne. C'est pour ça qu'on les met au départ dans des réserves. Donc ils sont protégés, ils sont étudiés, surveillés. Et quand on pense que leur comportement ressemble au comportement des animaux sauvages vraiment, on peut les relâcher dans la nature. Il est plus facile à réintroduire des herbivores qui savent déjà brouter que d'autres espèces qui devront apprendre à trouver leur nourriture ou à chasser. Mais dans tous les cas, c'est une opération qui prend beaucoup de temps. L'Oryx algazelle, il a fallu 40-50 ans en captivité pour avoir suffisamment d'individus pour penser le réintroduire et le relâcher dans la nature. Il y a des pays où on ne peut pas réintroduire un animal parce qu'il y a trop d'humains qui vivent sur le territoire où vivait l'animal avant. Et avant de réintroduire un animal, il faut protéger l'environnement dans lequel on va le réintroduire. C'est ça qui prend plus de temps.
Alors même si les scientifiques peuvent faire beaucoup pour la protection des espèces, ils ne pourront pas sauver tous les animaux menacés d'extinction. L'homme doit avant tout changer ses habitudes pour protéger la nature. Ne plus détruire les forêts, ne pas polluer les lieux de vie des animaux pour leur laisser une place à eux sur la planète. Savez-vous que chaque année, les scientifiques découvrent encore de nouvelles espèces d'animaux, y compris en France? Comment est-ce possible? Où vivent-ils? Et surtout, reste-t-il encore beaucoup d'animaux à découvrir? Reportage de Rémi Pain. Un dauphin à tête arrondie, une araignée bleue ou une grenouille de 7 mm. Les scientifiques découvrent chaque année de nouveaux animaux étonnants. Depuis 300 ans, les naturalistes parcourent notre planète pour les répertorier. Pourtant, l'homme ignore encore beaucoup de choses sur le monde animal. Direction le laboratoire de recensement des espèces du Muséum d'histoire naturelle de Paris, l'un des plus grands au monde. Dans ces tiroirs sont conservées des centaines de milliers d'espèces. Cela peut paraître incroyable, mais selon Benoît Fontaine, l'un des scientifiques chargés du recensement, on ne connaît qu'à peine 20% des animaux qui peuplent nos continents et nos océans. On connaît à peu près 2 millions d'espèces et il en reste énormément à découvrir et on pense qu'il y a peut-être entre 5 et 10 millions d'espèces vivantes, peut-être plus. On découvre chaque année entre 16 et 18 000 espèces qui étaient inconnues auparavant et il reste toujours plus de choses à trouver que ce qu'on connaît déjà. Parmi les animaux découverts récemment, on trouve une majorité de mollusques. Mais comment les scientifiques les identifient-ils? Les naturalistes parcourent le monde à la recherche de ces petites bêtes inconnues comme ici, à Madagascar, où ils collectent des coquillages qui seront ensuite ramenés au laboratoire. Là-dedans, il y a du sable, il y a des débris de coquillages et puis il y a très certainement des espèces nouvelles pour la science. Deuxième étape, Benoît va les comparer à d'autres espèces répertoriées. Depuis 300 ans, chaque nouvel animal est recensé en fonction de sa forme, sa taille ou sa couleur. Mais le nouvel outil des scientifiques pour vérifier qu'il s'agit bien d'une espèce inconnue, c'est de comparer son ADN avec celui d'animaux connus. On va utiliser de plus en plus maintenant la génétique. On va séquencer des gènes qui sont un élément supplémentaire pour classer un individu dans une espèce ou dans une autre. Mais vous allez voir qu'on ne trouve pas que des mollusques ou des insectes. De plus gros animaux comme les mammifères ou les reptiles peuvent avoir échappé au regard de l'homme, comme nous le confirme Philippe Boucher de la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. Les régions tropicales sont à la fois les plus riches en espèces et les plus sous-étudiées, les plus sous-explorées. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce sont les régions tropicales qui sont les principaux réservoirs d'espèces inconnues. C'est donc en Asie ou en Afrique, comme ici, au Mozambique, que les recherches se concentrent. Les scientifiques y découvrent régulièrement des centaines de nouvelles espèces de scorpions ou de reptiles. Et oui, si les reptiles sont les plus vieux habitants de notre planète, puisqu'ils la peuplent depuis des millions d'années, ils n'ont pas tous été répertoriés par l'homme. C'est ce que nous explique Alexandre Ténier, chercheur rencontré dans la ménagerie du Jardin des Plantes. Que ce soit chez les lézards, ou chez les serpents, ou chez les amphibiens aussi, encore bien davantage. Il y a encore un gros potentiel, surtout dans les zones qui n'ont pas été très prospectées. En effet, si l'on connaît assez bien les espèces qui sont sur Terre à hauteur d'homme, celles qui vivent au sommet des arbres n'ont pas toutes été découvertes. Direction le Laos, où des scientifiques étudient la canopée, la cime des arbres. C'est à bord d'un ballon gonflable équipé d'un filet pour capturer délicatement les spécimens que les scientifiques partent en exploration. Cet objet volant, baptisé Étoile des cimes, permet de découvrir à chaque expédition des espèces inconnues d'insectes, de reptiles et même d'oiseaux. Si chez les mammifères, les découvertes sont plus rares, il faut savoir que chaque année, une dizaine d'entre elles est répertoriée. En septembre 2012, ce singe, le Cercopithèque de Lomami, a été découvert en République démocratique du Congo. Autre vivier d'espèces inconnu pour les scientifiques, les océans. Et pour cause, l'homme explore les abysses depuis à peine 40 ans, comme nous l'explique Guillaume Éveillard de l'Aquarium de Paris. On connaît actuellement 32 000 espèces de poissons d'eau douce et d'eau de mer, et on en découvre encore plusieurs centaines d'espèces par an. Des crustacés, des poissons, la mer regorge ainsi d'animaux qu'il est difficile d'approcher en raison de la profondeur des océans. Pourtant, en juillet dernier, des scientifiques japonais ont croisé par 900 mètres de fond cet incroyable calamar géant de 8 mètres de long, soit l'équivalent d'un camping-car. Mais selon vous, faut-il forcément aller à l'autre bout du monde pour croiser de nouvelles espèces ou peut-on en trouver chez nous? Nous avons posé la question à notre scientifique. En Europe, on découvre entre 6 et 700 nouvelles espèces chaque année. Et même en France, on découvre encore des nouvelles espèces. On a découvert une cigale dans le bassin parisien, de nouveaux crustacés souterrains.
Regardez ces images tournées en Roumanie en 1986. Alors que des scientifiques étudiaient un site, ils ont découvert une grotte complètement fermée et sans lumière. Restée isolée du monde extérieur pendant 500 000 ans, elle abritait des animaux totalement inconnus à la surface de la Terre. 30 nouvelles espèces ont ainsi pu être identifiées. Environ 80% des animaux resteraient à découvrir. Et avec les outils modernes, les scientifiques ont des moyens étonnants pour partir à leur rencontre. On continue à découvrir bon an, mal an dans le monde aujourd'hui une nouvelle espèce d'oiseaux, une vingtaine d'espèces nouvelles de mammifères, mais déjà plusieurs centaines de nouvelles espèces de poissons, de grenouilles, de reptiles. Alors la grande inconnue par contre, c'est combien est-ce qu'il reste à découvrir. Vous pensez avoir tout vu en matière d'animaux insolites? Eh bien, regardez notre sélection des physiques les plus étonnants d'espèces découvertes récemment. Voici le macropina, un poisson à la tête entièrement transparente. Et ce mille-pattes dragon rose qui sécrète du poison. Ou encore, ce singe, le rhinopithèque de Stricker, tout juste observé en Birmanie. Et cet insecte, la supercane de Shan, qui mesure 56 cm, soit la taille d'un lapin. Alors, si au détour d'un chemin, vous croisez une drôle de petite bestiole, n'hésitez pas à la prendre en photo. Vous pourriez ainsi participer au recensement de la vie animale sur notre planète et avec un peu de chance, lui donner votre nom. E=M6, animaux, mystères et découvertes, continue dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Faire revivre des animaux disparus tels que les mammouths ou les dinosaures, comme dans le film Jurassic Park, vous paraît impossible? Pourtant, des scientifiques y travaillent. Ils sont déjà parvenus à cloner un bouquetin des Pyrénées, disparu depuis 13 ans. Mais comment? Pourrait-on ressusciter des espèces préhistoriques? Ces animaux ont été conservés dans un liquide, dans une espèce de boue acide, un petit peu comme quand on conserve des cornichons dans du vinaigre. Donc ils se conservent très, très longtemps. Quelle femelle pourrait faire office de mère porteuse pour un mammouth? Réponse dans la suite de E=M6. E=M6, les nouveaux mystères des animaux, deuxième partie. Et n'oubliez pas que vous pouvez désormais réagir en temps réel au reportage qui va suivre avec votre application M6 sur votre smartphone ou votre tablette. Faire revivre des animaux disparus comme le mammouth, le bouquetin des Pyrénées ou même les dinosaures, pour vous, ça n'existe peut-être qu'au cinéma, mais vous allez voir que des scientifiques y travaillent très sérieusement. Il faut bien sûr retrouver l'ADN de ces espèces, trouver également une femelle qui fasse office de mère porteuse, mais tout cela devrait aboutir dans quelques années. Ce sont des recherches absolument passionnantes que vous allez découvrir. Reportage de Safar Baroud. Imaginez un jour vivre parmi les dinosaures ou les mammouths. Pensez-vous que cela soit possible? C'est en tout cas un vieux rêve pour les scientifiques du monde entier. Ils sont d'ailleurs parvenus à reproduire des espèces disparues il y a moins de 15 ans, comme ce bouquetin des Pyrénées. Mais comment s'y sont-ils pris? Pourrait-on vraiment appliquer cette technique pour ressusciter des animaux disparus il y a des millions d'années, comme dans Jurassic Park? E=M6 a mené l'enquête. Il y a des millions d'années, la Terre était peuplée d'animaux extraordinaires. Stégosaures, tyrannosaures, tous ont disparu avec le début de l'ère tertiaire, il y a 65 millions d'années. Depuis, d'autres espèces se sont également éteintes. Le mammouth, il y a 10 000 ans, mais aussi d'autres animaux moins connus, comme le bouquetin des Pyrénées, il y a seulement 13 ans. Aujourd'hui, de nombreux ossements d'animaux disparus sont régulièrement retrouvés. Et parfois, ces fossiles sont si bien conservés qu'on y retrouve de l'ADN. En partant de ces cellules, les scientifiques pourraient-ils un jour parvenir à faire revivre les espèces disparues? Autrement dit, pourraient-ils parvenir à les cloner? Direction l'INRA à Joué-en-Josas, où nous avons rendez-vous avec Pascal Chavat-Palmer. Pour cloner un animal ou pour faire son clone, on part d'une cellule vivante de l'animal que l'on veut reproduire. Cette cellule, avec son ADN, peut provenir de n'importe quelle partie du corps, un morceau de peau par exemple. Deuxième étape, il faut trouver un ovule, autrement dit un œuf issu d'une femelle vivante, susceptible d'accueillir cet ADN. Et voici comment on s'y prend. Nathalie Daniel va sous nos yeux créer un embryon cloné de lapin. Là, ce que je vais venir faire, c'est retirer le matériel chromosomique de l'ovule. En clair, l'ovule de lapine est vidé de son ADN. Et ensuite... Et maintenant, je vais venir récupérer la cellule qui va être clonée et je vais venir l'insérer dans l'ovule. Ce que vous voyez là, c'est un futur embryon.
Pas besoin de spermatozoïdes, le noyau et l'ovule vont fusionner. Au bout de quelques jours, celui-ci sera placé dans l'utérus d'une mère porteuse lapine. Récapitulons. Pour cloner un animal, il faut d'abord recueillir son ADN, puis trouver un ovule pour y implanter cet ADN, et quand l'embryon est formé, le placer dans l'utérus d'une mère porteuse. C'est ainsi qu'est née Dolly en 1996. Cette brebis fut le premier animal cloné. Elle a été créée à partir de l'ADN d'une autre brebis dont elle est devenue la copie conforme. Mais alors, comment cloner un animal qui n'existe plus? Des scientifiques espagnols y sont parvenus. Voici Célia, le dernier bucardo des Pyrénées, conservé empaillé. Ce bouquetin qui vivait à la frontière espagnole a disparu en l'an 2000. C'est à partir des restes de ce dernier spécimen que l'équipe de scientifiques a réalisé un clonage. Première étape, ils ont récupéré son ADN à partir de cellules de peau prélevées et congelées. Deuxième étape, comme il n'existait plus aucun bucardo vivant, les scientifiques ont prélevé un ovule de chèvre domestique, cousine assez proche de cet animal. Enfin, l'embryon obtenu a été placé dans l'utérus d'une troisième chèvre domestique qui a fait office de mère porteuse. En 2009, après de nombreuses tentatives, un petit bucardo est né de cette incroyable expérience. Mais malheureusement, il n'a pas survécu, à cause d'une malformation au poumon liée à son clonage. Mais alors, les scientifiques pourraient-ils tenter l'expérience avec des espèces éteintes depuis plusieurs millénaires, comme le mammouth par exemple? Pour cloner un tel animal, il faudrait tout d'abord disposer d'un corps en bon état. Et c'est le cas. Regardez ces incroyables images. Ce bébé mammouth, mort il y a 10 000 ans, a été découvert en 2007 en Sibérie. Mais comment cette femelle d'environ 6 mois peut-elle être aussi bien conservée? Réponse avec Philippe Janvier, paléontologue. Ces animaux ont été conservés dans un liquide, dans une espèce de boue acide, un petit peu comme quand on conserve des cornichons dans du vinaigre. Donc ils se conservent très, très longtemps. Et en même temps, ces tourbières ont gelé. En effet, le corps de ce mammouth a été retrouvé dans une boue gelée. L'acidité du milieu, additionnée au froid, a permis au corps de ce bébé mammouth de rester intact. Et le plus incroyable, c'est qu'on a même retrouvé une partie de son ADN. Mais ces cellules suffiront-elles à cloner un jour un mammouth? Pour Jacques Testard, biologiste, ce n'est pas encore gagné. Il y a des mammouths apparemment où on retrouve à peu près 80% de l'ADN, peut-être un peu plus. Il faut dire que s'il en manque même un tout petit peu, la manip devient impossible. Et voici à quoi ressemble l'ADN. 2 hélices entremêlées qui forment ce que l'on appelle des chromosomes. Si on ne retrouve que 80% de l'ADN des mammouths, c'est qu'un tronçon de ces hélices manque. Il est donc impossible de connaître toutes les informations génétiques de cet animal. Si l'on parvenait à compléter cet ADN, l'étape suivante serait de trouver un ovule de mammouth. Or, aucun n'a jamais été retrouvé. Pourtant, il existe théoriquement une solution. Lorsqu'on veut cloner des espèces qui n'existent plus, on est forcément obligé d'utiliser des ovules d'espèces dont on pense qu'elles sont proches de cette espèce qui a disparu. Si on voulait par exemple cloner un mammouth, on va immédiatement penser à un éléphant, mais il se peut que l'éléphant ne soit pas le meilleur donneur d'ovules pour du mammouth. En effet, physiologiquement, l'éléphant est assez proche du mammouth et pourrait donc potentiellement porter son bébé. Mais même si l'ovule d'éléphant convenait pour fabriquer un embryon de mammouth, les scientifiques feraient face à un autre problème. Comment le prélever sur cet animal gigantesque? Et là commencent les grosses difficultés. Trouver un ovule d'éléphant, qui est un animal dont on connaît mal la reproduction, qui est un animal qui ovule très rarement, qui a des cycles longs et tout à fait épisodiques, qui est un animal de grande taille, dans lequel il n'est pas facile d'avoir accès à l'ovaire. C'est beaucoup plus difficile que de faire ça avec une vache ou avec un humain, bien sûr. Et pour qu'une telle opération réussisse, il faudrait faire de nombreux tests. Et pour cela, disposer d'une centaine d'ovules pour avoir une chance de voir naître un clone. Donc, même si en théorie, cloner un mammouth avec l'aide d'un éléphant est envisageable, en pratique, ces nombreux obstacles rendent l'opération quasiment irréalisable. Mais les scientifiques n'ont pas dit leur dernier mot. En mars 2012, ces Sud-Coréens se sont associés à des scientifiques russes pour réaliser cette prouesse. Alors qui sait, peut-être qu'un jour on verra des mammouths clonés dans nos zoos. Mais qu'en est-il des dinosaures? Souvenez-vous, ils ont disparu il y a des millions d'années.
Pourrait-on un jour les faire revivre par la technique du clonage, comme dans Jurassic Park? La conservation de l'ADN ancien, classiquement, on disait que la limite, c'était de l'ordre de 60 000 ans. Dans le cas des dinosaures, 65 millions d'années, là, c'est nettement trop. On n'a jamais trouvé la moindre trace d'ADN dans les dinosaures. Vous l'aurez compris, sans ADN, aucun clonage n'est réalisable. Alors, des dinosaures aux côtés des humains, ça n'est pour le moment possible qu'au cinéma. Et maintenant que ces animaux récemment découverts, en danger ou disparus n'ont plus de secret pour vous, écoutez bien cette nouvelle question de notre jeu E = M6, question qui peut vous permettre de gagner peut-être la somme de 3 000 €. Comment appelle-t-on les établissements de conservation